cette entrevue aujourd'hui. D'ailleurs, je disais à Fabrice vendredi soir qu'il avait l'air un peu d'un prince de son événement Shake It Up. Alors, je disais, je vais te présenter comme le prince du Shake It Up. Alors, en effet, bonjour Fabrice. Bonjour. Merci d'être en studio avec nous, d'avoir accepté notre invitation, de venir à notre rencontre. Ça fait plaisir. Et en effet, on se connaît un peu parce que, comme je l'ai mentionné précédemment, dans une émission, je ne me souviens plus laquelle on a collaboré ensemble à un projet dans l'organisme pour lequel moi je travaille, les Jeux de la rue. Donc, pour 3 points, nous a aidé dans la formation de nos agents de liaison. Mais, donc, comme Alexis le disait, tu as cofondé en 2010 pour 3 points. Et par la suite, tu as même décidé de quitter ton emploi comme avocat en grand cabinet pour te consacrer à temps plein à la gestion puis à l'épanouissement de cet organisme-là. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter la mission de Pour 3 points puis un peu ce qui, toi, t'a amené à vouloir créer cet organisme-là? Oui, Pour 3 points, c'est un organisme qui forme des coachs sportifs pour qu'ils agissent un peu aussi comme des coachs de vie, des mentors pour les jeunes dans les milieux qu'on dit défavorisés. Ça part essentiellement de la motivation que les jeunes ont pour le sport. Mon équipe et moi, on croit vraiment que les jeunes qui exercent un sport ont une motivation qui est intrinsèque à la réussite. Cette motivation-là, il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas transposée dans d'autres sphères de la vie de ces jeunes-là. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est la canaliser, en fait, et de voir à ce que les jeunes soient tout aussi motivés, que ce soit pour la réussite scolaire, pour la réussite dans d'autres activités dans leur vie en général. Et à travers tout ça, le vecteur, en fait, de cette mission-là, c'est à travers les entraîneurs. Plutôt que de supporter un jeune, l'idée de notre organisme, c'est de former un coach qui va avoir un impact auprès de plusieurs jeunes par année. Faut comprendre que les coachs, malgré leur influence incroyable auprès des jeunes, c'est d'ailleurs reconnu par la recherche que les coachs et les adultes qui ont le plus d'influence pour les jeunes après les parents, il y a juste une minorité des jeunes, des coachs qui ont une formation adéquate. Donc, notre rôle, nous, c'est de former ces jeunes adultes-là qui ont entre 18 et 30 ans, des jeunes coachs passionnés, de manière à ce qu'ils aient l'impact qu'on souhaite et qui est possible à travers le sport auprès des jeunes. Mais puis donc, comment vous les formez exactement, ces jeunes-là? Qu'est-ce qui est différent, par exemple, de la formation qu'ils reçoivent, qu'ils doivent faire, là, qui est celle du PNCE, qui est très technique, très théorique? Donc, vous, qu'est-ce que vous cherchez à faire ressurgir chez ces coachs-là pour qu'ils aient un impact positif puis plus complet, comme tu l'as mentionné? Ce qu'il faut savoir, c'est que n'importe quel intervenant, un coach, un enseignant, quelqu'un qui est en situation de gestion, son principal outil, c'est lui-même ou elle-même, c'est sa personne. Tu sais, la différence, c'est quelqu'un qui fabrique du matériel, qui fabrique un t-shirt, quelqu'un peut avoir de mauvaises valeurs, puis c'est pas grave, en bout de ligne, si le travail est bien fait, on voit pas vraiment les valeurs négatives de l'individu. À l'inverse, si la personne a une valeur très positive, ça ne se transpose pas dans le produit final. Un coach, l'interaction part d'abord et avant tout de l'humain qui est auprès des jeunes. Et donc, notre formation vise, oui, à développer chez les coachs des habiletés techniques que ça prend pour œuvrer. Donc, connaître en fait le sport, connaître les principes de base de l'enseignement du sport, de la planification notamment, c'est important. Mais notre programme, qui est un programme d'une durée de 2 ans, c'est un programme qui vise aussi à développer le savoir-être des coachs d'abord et avant tout. Dans le jargon technique qu'on utilise, on parle beaucoup de connaissances intrapersonnelles et de connaissances interpersonnelles. Donc, l'intrapersonnel, c'est connaître soi-même de manière à pouvoir justement prendre conscience de qui on est influence nos interventions. Donc, ça, c'est une des choses. Et le deuxième aspect de l'interpersonnel, c'est vraiment la capacité à communiquer. Autant comment transmettre un message de façon claire et positive, tout comme être capable d'écouter, parce que quand on est entraîneur, on est auprès de jeunes, on est aussi auprès des adultes qui entourent les jeunes, de manière à ce que ces gens-là, en fait, puissent être écoutés. Et le coach est souvent en situation d'écoute. Donc, j'ai parlé de la connaissance intrapersonnelle, la connaissance interpersonnelle. Les habiletés techniques, dans notre jargon, on utilise la connaissance professionnelle. Et finalement, pour coacher, c'est pas juste des jeunes qu'on coach, il faut comprendre le contexte dans lequel le jeune évolue. Et donc, nous, on appelle ça la connaissance environnementale. C'est de comprendre c'est quoi l'environnement dans lequel le jeune évolue. Coacher dans une école dans le nord-est de Montréal, c'est pas la même chose que coacher dans une école dans le West Island, par exemple. Il y a plusieurs variables par rapport à ça. Et les coachs, on les amène à travers notre parcours de 2 ans à développer, en fait, leur savoir, leur savoir-être, leur savoir-faire à travers ces différentes sphères-là.
Puis donc, et justement, vos écoles sont surtout situées dans des secteurs défavorisés de Montréal. Oui, on travaille avec 14 écoles dans 14 quartiers différents à Montréal, maintenant à Laval. Donc, on s'étend à la grande région de Montréal. En fait, nos écoles sont dans les milieux défavorisés selon les indicateurs. Il y a chaque année un indice qui est publié, en fait, qui mesure la défavorisation des écoles, ou en fait des milieux dans lesquels les écoles se situent. Et c'est les écoles avec lesquelles on collabore parce que pour notre organisation a pour croyance, pour grande croyance, l'égalité des chances. C'est vraiment quelque chose qui m'interpelle personnellement et qui interpelle toute notre équipe. Puis, qu'est-ce qui en est venu à ce que toi, tu veuilles créer cet organisme-là? Est-ce que tu veuilles léguer quelque chose à la communauté puis à travailler sur cette question d'égalité des chances? Oui, c'est vrai, c'est la question que tu m'as posée au début à laquelle j'ai pas répondu. Parce qu'il y avait deux éléments à ta question, puis j'ai parlé d'un premier. Moi, j'ai grandi à Montréal. Mes parents sont d'origine haïtienne. En fait, mes parents sont arrivés à Montréal à la fin des années 70. Et j'ai grandi à Anjou, dans l'est de Montréal. Mes origines ethniques et l'endroit où j'ai grandi, Anjou, c'est un quartier, c'est un environnement de classe moyenne, mais il y a beaucoup de pochettes de pauvreté à Anjou. Et il y a beaucoup de quartiers autour d'Anjou qui sont des quartiers carrément, qu'on dit, défavorisés. Depuis un jeune âge, ça m'a sensibilisé en fait aux enjeux d'inégalité. Et d'autant plus que j'ai fréquenté l'école privée toute ma vie. Puis tous les matins, en fait, depuis la maternelle, je fais au moins 1 heure de route pour passer le Saint-Laurent, l'axe est-ouest. Donc j'ai été au Collège français en maternelle, au primaire à l'Académie Michel-Provost, au Collège Brébeuf. Puis par la suite, mes parents ont payé l'université j'étais à l'Université de Montréal. Donc tout au long de ma vie, je naviguais entre différents environnements qui me faisaient voir en fait les clivages. Puis à travers la complexité de la pauvreté, donc je réfléchissais à ça, j'ai toujours pensé que le coach peut faire une différence parce que moi-même, j'ai eu des entraîneurs qui m'ont beaucoup aidé à m'affirmer, à me développer. Donc, j'en ai bénéficié énormément. J'ai été coach depuis l'âge de 16 ans, donc j'ai vu l'impact que ça faisait. J'ai vu aussi des coachs qui étaient passionnés parfois, mais qui n'avaient pas nécessairement les outils ou les connaissances pour accompagner les jeunes. Et ça m'interpellait de voir, c'est quoi l'impact que ça a quand tu as des fois des familles monoparentales, par exemple, où le coach a une influence encore plus importante, mais de voir qu'il n'est pas outillé pour accompagner les jeunes correctement. Puis, on y reviendra parce que ce qui me fascine dans les personnalités comme toi, dans les personnes comme toi qui ont définitivement un impact et qui rayonnent dans leur communauté, c'est cette espèce d'intersectionnalité en eux-mêmes, il y a plusieurs niveaux de complexité, puis il y a comme un échange qui se fait au sein de la personne même, et donc ça l'amène à vouloir recréer autour d'elle ces espaces d'échange-là entre personnes différentes. Mais avant, j'aimerais ça qu'on revienne, parce que sur l'aspect vraiment, parce qu'il y a un aspect donc d'intervention par le sport, ou du moins d'utiliser le sport comme un outil de développement. Et moi, je ne suis pas issue du milieu du sport. Je n'ai pas été dans des équipes sportives quand j'étais plus jeune. Et j'imagine que pour les personnes comme moi, on peut se questionner sur est-ce qu'il y a vraiment une valeur. Des fois, en fait, on l'utilise à l'inverse. En fait, je reformule. On va dire que le sport a un impact positif. C'est comme un lieu commun, si on veut. Par contre, c'est pas une évidence pour ceux qui n'ont pas vécu dans ce milieu sportif-là quand ils étaient plus jeunes. Pour toi, en quelques mots, là, comment venir résumer le fait que le sport, on en a un peu parlé, mais que le sport a réellement un impact positif, ou est-ce qu'il en a toujours un? Voilà. Le sport peut avoir des effets positifs, tout comme des effets négatifs. Et quand on pense aux abus, quand on pense au comportement, quand on pense à la consommation de drogue illégale pour performer, quand on pense au stress qui est engendré, ça peut avoir des effets négatifs. Et donc, le sport n'est pas nécessairement positif. Ce qui est la grande variable quand on parle de sport dans un contexte d'éducation auprès de jeunes, c'est l'intervenant qui facilite l'activité. Et c'est là où le sport, oui, peut avoir un impact parce que le sport est très riche, en fait, en moments où le jeune peut apprendre à travers les victoires, les défaites, tout ce qui se passe est très intense comme activité. Et donc, si le coach, l'entraîneur, a cette vision-là de tirer expérience de tirer apprentissage de ces expériences-là, il peut y avoir un effet positif. Mais à l'inverse, si le coach a des valeurs ou une philosophie négative,
ben, les impacts peuvent être négatifs. Et c'est documenté par la recherche. Dès lors que le coach a les stratégies et la connaissance pour supporter le jeune, ben, le jeune en retire des habiletés de vie, se développe autant au niveau de ses habiletés à communiquer, son autonomie, son leadership. Donc, il y a toutes sortes de valeurs ou de connaissances ou compétences qui peuvent émerger à la condition que l'entraîneur soit conscientisé par rapport à ces enjeux-là. Puis, je vais inviter les gens à aller lire une lettre ouverte que tu as co-signée récemment, là, la semaine dernière, dans Le Devoir, qui est l'expérience sportive dépend de la qualité des intervenants auprès des jeunes. Oui. Puis, justement, vous faites un peu un plaidoyer sur l'importance de la formation pour les entraîneurs, mais aussi de la rémunération, Oui. parce qu'il faut reconnaître le fait qu'ils ont un rôle à jouer, comme un éducateur en garderie ou comme un prof, ils ont un rôle à jouer Tout à fait. dans l'éducation Tout à de fait. jeunes. Puis, en secteur scolaire, surtout, les conditions d'emploi dans les écoles sont généralement acceptables ou respectables. Les entraîneurs passent d'innombrables heures. Un coach fait 2-3 pratiques semaine, fait un match, fait des tournois avec ses jeunes, prépare des pratiques. Je me suis amusé à calculer à quoi ça peut ressembler en termes de salaire. Quand on pense qu'un coach gagne environ entre 800 et 1500 $ par année, dépendamment de comment tu le calcules, ça peut être un 2-3 $ de l'heure. Donc, manque de formation, manque de reconnaissance, manque de bonnes conditions d'emploi. Et on va revenir après une courte pause musicale pour parler davantage un peu de ton rôle comme intervenant dans la scène médiatique, dans le débat public actuellement. Pour l'instant, on va aller écouter By My Side, la version française de Valère avec Karim Ouellet. Vous êtes toujours sur les ondes de CISM. On est de retour avec Fabrice Ville, toujours. Puis là, j'ai envie d'aborder avec lui le fait que maintenant, il n'est plus juste directeur chez Pour 3 points. Tu interviens de plus en plus dans l'espace public. Tu veux contribuer à l'échange collectif sur différents enjeux qui te passionnent, le racisme, la ségrégation sociale, scolaire. On a parlé aussi de l'égalité des chances. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir participer justement au débat public? Est-ce que ça faisait déjà partie de tes envies, de tes aspirations avant de fonder Pour 3 points, pendant que tu travaillais sur cette fondation-là? Donc, d'où ça vient? Pourquoi? Bien, ma priorité, certainement, c'est de voir au développement de la mission de Pour 3 points. Il y a énormément de travail à faire à ce niveau-là. Il y a des enjeux, en fait, en lien avec comment le sport et le coaching s'organisent en contexte éducatif. Donc, la lettre ouverte que j'ai co-signée, dont tu as parlé, fait partie un peu de cette réflexion-là. Mais c'est vrai que, d'abord et avant tout, ce en quoi je crois, c'est l'égalité des chances. Et l'égalité des chances, c'est un très grand parapluie qui regroupe plusieurs sujets. Et je me suis rendu compte au fil et à mesure de mon travail que l'espace de Pour 3 points n'était pas l'espace où je pouvais véhiculer l'ensemble de ce qui m'interpelle. Et c'est ce qui m'a amené à m'exprimer, en fait, dans les médias. Mais j'ai jamais eu l'objectif de le faire, en fait. C'est plutôt le contraire. C'est les gens qui m'ont... Je faisais des posts Facebook sur qu'est-ce qui m'interpellait. Puis moi, la chronique dans Le Devoir, c'est comme ça que les gens au Devoir m'ont découvert. Donc, c'était vraiment de fil en aiguille, mais je postais sur les médias sociaux, ou je publiais sur les médias sociaux parce qu'il y avait des sujets qui m'interpellaient. Notre travail avec Pour 3 points, c'est de voir la résilience des jeunes, donc de développer leur capacité individuelle à faire face à leurs défis. Sauf que ce serait injuste de leur dire, il y a plein d'obstacles dans votre vie, puis on va vous aider à passer au travers, alors qu'il y a plein de structures qui font en sorte que c'est plus difficile pour eux. On fait quoi pour ces structures-là? Puis moi, je me suis dit, de fil en aiguille, de m'impliquer dans le débat social peut permettre de stimuler des réflexions qui vont, en fait, rendre la vie plus facile pour des gens comme les jeunes auprès desquels on intervient. Puis Alexis le mentionnait lors de notre live Facebook la semaine dernière, tu apportes quelque chose de très apaisant sur plusieurs débats. Entre autres parce que, clairement, tu n'es pas dans une logique de vouloir imposer tes idées ou de vouloir proposer des idées, des solutions toutes faites. Tu es beaucoup plus dans une démarche de pédagogue, de pédagogie par rapport à ceux que tu t'adresses. Est-ce que, quand tu écris tes chroniques, est-ce que tu penses à ça? Qu'est-ce que tu dis que tu veux léguer à ceux qui te lisent? Bien, moi, j'ai jamais pensé que j'étais pédagogue dans mes chroniques. Mais c'est peut-être, ultimement, c'est peut-être ça l'impact. Ce qui m'interpelle, c'est d'apporter de la valeur. Puis de nommer les choses que je comprends de par mon vécu. Souvent, mes chroniques sont alimentées par tout un melting pot d'expériences et de connaissances
Et je suis très conscient que le public auquel je m'adresse, parfois, n'a pas accès à certaines informations dont je bénéficie. Donc, apporter de la valeur, c'est peut-être, oui, la pédagogie et de susciter le débat ou la réflexion sans proposer de solutions toutes faites, comme on s'en parlait un petit peu tantôt. Ce serait prétentieux de ma part de croire que j'ai toutes les solutions. Puis souvent, dans les médias, on pense, que ce soit dans les médias, en politique, on prétend qu'on a les solutions. La vérité, le monde est très complexe et plus on réfléchit collectivement, sans prétention qu'on ait les solutions, mieux on va être en mesure d'arriver à des solutions. Donc, mes chroniques ont un peu cet objectif-là, de mettre de semer des graines de réflexion et faire en sorte que les gens se l'approprient par la suite. En tout cas, c'est toujours intéressant de te lire, de t'entendre parler. Moi, je pense que vraiment, comme je l'ai mentionné, tu apportes une valeur ajoutée au débat public. Et donc, ça nous a fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci. Puis de te laisser une place encore pour faire partager tes idées puis avancer cet objectif d'égalité des chances que tu portes au quotidien. C'est gentil, et merci. on te souhaite bonne chance. Bonne continuité. Bonne continuité. Merci. C'est bien gentil. Merci beaucoup d'être venu en studio. Et évidemment, les gens peuvent te suivre au Devoir, à Entrée principale, à VRAC TV, depuis quelques temps maintenant. Canal Famille, pour vous. Ça, c'était de mon temps, exact. Old school. Et évidemment, peuvent suivre pour 3 points là, sur Facebook ou sur leur site Internet. Tu as maintenant une page Facebook. D'ailleurs, on attend toujours un invité qui a une page Wikipédia. Ce n'est pas arrivé encore, mais Fabrice a récemment, depuis quelques temps, sa propre page Facebook. Allez le suivre. Mais pour l'instant, nous, on va aller en musique. On va écouter J'aime trop le café de Sam Fay et D-Track qu'on a mis la semaine dernière, mais que j'aime vraiment beaucoup. Alors, on la remet. Merci beaucoup, Fabrice. Merci beaucoup.